Bonsoir à tous. Merci de me recevoir à Vannes. C'est un territoire que j'aime bien puisque dans mon parcours, je suis passé par Vannes puisque j'étais dirigeant de l'agence de Précom à Vannes. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet, ou plutôt de trois sujets qui me tiennent à cœur. Le digital, c'est le cœur de métier de Mediaveil. Les entreprises, je suis entrepreneur, j'adore les entrepreneurs. Et les salariés, c'est la matière première. Ce que je vais vous présenter, c'est juste mon ressenti à moi. C'est ma clé de lecture de ce que je vis, de ce que je mesure. Donc ça n'engage personne d'autre que moi. C'est un ressenti totalement personnel. D'abord, premier élément, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est souvent le premier frein pour les gens, ou en tout cas une première clé de lecture qu'ils n'ont pas forcément. Nous sommes dans un monde qui change. Toutes les craintes que chacun peut rencontrer au quotidien sont liées qu'à ça. Le monde est en train de changer et il faut réussir à l'apprivoiser et à s'adapter. Pas la peine d'aller combattre le schéma en se disant moi je suis contre ces changements-là. De toute manière, c'est le sens de l'histoire. Les conséquences derrière, elles se répercutent tout au long de nos parcours. Donc premier élément, ce sont les habitudes qui changent. Vous allez vous reconnaître dans les différents moments de connectivité. On est connecté partout et à chaque instant. Chacun va reconnaître ces moments. Donc c'est tout au long de la journée, c'est dans tous les endroits, c'est vraiment des lieux plus ou moins personnels d'ailleurs. Et ce qui fait que ça a changé, c'est un outil que vous utilisez régulièrement et qu'on utilise en moyenne 150 fois par jour. Le téléphone portable. L'élément accélérateur, on parle de digital, on parle de numérique. Il y avait les ordinateurs. Ce qui fait accélérer à une vitesse grand V, tout ça, c'est qu'on a aujourd'hui notre ordinateur dans notre poche. Et du coup, on devient consommateur. Comme me dit le directeur général de chez Google, c'est la télécommande de notre vie. On veut une pizza, on la commande avec son téléphone. On veut un taxi, on commande avec son téléphone. Et on n'est qu'au début. Ça concerne toutes les générations. On entend trop souvent chez les dirigeants, moi ma clientèle elle est B2B ou elle est B2C, ou ma clientèle c'est que des jeunes ou c'est que des personnes seniors. Le digital c'est tout le monde. Un téléphone c'est beaucoup plus simple qu'un ordinateur. Vous avez un iPhone, vous avez juste un icône, il n'y a pas besoin d'être un grand savant, il n'y a pas de mode d'emploi d'ailleurs sur les iPhones. Vous cliquez dessus et directement vous êtes dans le monde du digital. Les personnes seniors vont avoir beaucoup plus de temps pour y passer, ils vont certainement moins vite que des jeunes. Par contre, ça devient un loisir et ça leur ouvre tout un tas d'horizons. Et donc le responsable, c'est lui. Quand il a inventé l'iPhone, Steve Jobs, il a fait basculer le monde entier dans tout un nouvel environnement qu'on découvre au quotidien. Donc le monde change, c'est une excellente nouvelle, puisqu'en gros, ça fait que commencer. Il faut avoir en tête la connectivité, on n'est vraiment qu'au début. Les objets connectés, aujourd'hui, on n'a à peu près rien en objets connectés. Il va y avoir le combat des voitures connectées, la guerre entre les constructeurs automobiles et les gros acteurs de l'Internet. Donc qui va avoir le cœur de la voiture ? Et donc celui qui aura le cœur de la voiture, il aura toutes les informations, il saura à quelle heure on part le matin, il saura quel trajet on fait, il saura où est-ce qu'on va, toutes nos habitudes. Et demain, il pourra deviner les comportements justement sur la consommation future. Derrière, quand on est dirigeant d'une entreprise, ce qu'on oublie, c'est que le consommateur, lui, a changé également. Dans ses comportements, tout le monde change. Et donc, un élément, la force du digital, c'est que le consommateur, il a repris le pouvoir. C'est lui qui décide, c'est quand je veux, où je veux. Il compare seul ou pas seul. C'est lui qui définit la règle. Mais il va le faire avec vous ou sans vous de toute manière, mais son choix, il va le faire avant que vous soyez même en relation avec lui. C'est quand vous faites vous voulez acheter un lave-vaisselle ou un téléviseur ou une voiture. Une voiture avant, on allait 10 fois chez un concessionnaire. Aujourd'hui, on fait 1,4 visites chez un concessionnaire. Pourquoi ? Parce que on est chez soi, on a comparé les modèles, on a regardé, on a analysé les motorisations, et derrière, on va pouvoir aller dans la marque qui nous intéresse. Et donc, les conséquences pour l'entreprise, il y en a deux essentielles. Les deux axes à travailler, c'est les salariés, parce que vos salariés sont aussi des consommateurs, et donc leurs usages changent, leurs habitudes changent, et derrière, ce sont vos clients. Souvent, on se focalise alors soit que sur ses salariés, soit que sur les consommateurs. Voilà, c'est vraiment la conjonction entre les deux. Et il n'y a pas deux mondes. Votre salarié, il n'est pas consommateur à un moment, et puis quand il arrive à 8h30 le matin dans l'entreprise, il met un autre masque en se disant là, je suis salarié, je ne vais pas raisonner pareil. Et vous, en tant que dirigeant, c'est exactement pareil. Quand vous fonctionnez, quand vous consommez,
Vous devez demain fonctionner exactement de la même manière avec vos collaborateurs. Et donc la question, c'est comment faire pour s'adapter. Une fois qu'on a dit ces généralités-là, c'est très bien, j'ai un chantier, mais derrière, comment je vais l'apprivoiser? Le premier élément, c'est d'abord comprendre ce qui se passe. Et dès lors qu'on a compris, on a déjà une clé de lecture. Alors, l'inconvénient dans le digital, c'est que tout le monde a sa propre clé de lecture. Toutes les conférences auxquelles vous assisterez, tous les experts que vous verrez, chacun aura sa propre analyse. Il faut à un moment donné se forger la sienne. Internet, c'est quoi? Pour la majorité des gens, Internet, c'est ça. Je ne sais pas si globalement tout le monde partage. Ouais, non? Vous avez raison. Internet, c'est pas ça. Internet, en fait, c'est nous. C'est un outil pour nous mettre en relation les uns avec les autres. Et avant, ce sont juste des plateformes qui vont faciliter, qui vont adresser des gens, qui vont répondre à des problématiques. Et dans la tête de chacun, souvent Internet, ça ressemble un peu à ça. On entend parler du digital, du numérique. Quand je croise moi des clients, ils me disent tiens, j'ai envie de me lancer sur Internet, je vais faire quelque chose. J'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé de Facebook, ça doit être super Facebook. Et voilà. Et donc, il a tout un tas de supports, de leviers à exploiter, mais il ne sait pas trop quel chemin prendre. Je vais essayer de vous apporter une petite clé de lecture tout à l'heure. Et donc d'abord, premier élément, c'est là quand on est entrepreneur, c'est de comprendre le parcours du client. Le parcours du client, il a changé. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, en fait avant, je reprends l'exemple de la voiture. Quand on voulait acheter une voiture, en fait, on achetait la voiture, on faisait ses concessionnaires, on achetait la voiture, et après on partageait avec ses amis en disant tiens, t'as vu, j'ai acheté la nouvelle voiture de chez Renault, elle est super. Aujourd'hui, on se fait son avis avant d'aller chez le concessionnaire. Donc on va aller sur Internet, on va aller sur des forums, on va regarder ce qui se dit, on va aller sur des sites spécialisés selon ses affinités de chacun, on va analyser la motorisation, les différents commentaires, et on va derrière se faire son avis, ce que les Américains appellent le ZMOT, le zéro moment de vérité. On se fait son avis avant même d'être dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une entreprise commerciale, sa force de vente n'a plus le même travail. Un vendeur de chez Darty n'a plus le même boulot à faire qu'avant, puisque son client, il est plus aguerri que le propre vendeur. Le vendeur Renault, il connaît par cœur sa gamme. Le consommateur qui veut acheter une Renault, il a aussi regardé tous les modèles. S'il voulait, je ne sais pas quel modèle sur Renault, il a regardé le même segment chez Peugeot, chez BM, chez Audi. Et derrière, lui, il connaît tout ça. Et donc, il va pouvoir même expliquer au vendeur de chez Renault à peu près comment se positionne son produit par rapport à tous les concurrents. Ce que le vendeur Renault n'aura pas forcément fait, puisque lui doit connaître toutes les gammes sur tous les segments. Donc, d'abord connaître son produit. Donc, son métier, lui, va changer. Il doit être beaucoup plus dans le service client que dans la diffusion de connaissances. Et quand on est entrepreneur, il y a un sujet qui revient souvent, c'est la communication. Globalement, je reprends l'exemple, j'étais patron de Précom à Vannes, il y avait plein d'agences immobilières à Vannes. Et si une agence immobilière continue à fonctionner comme à l'époque, où on vendait des annonces dans le papier avec des pages complètes et il y avait un cahier tous les mercredis, si lui ne change pas son habitude de consommation, d'achat d'espace, globalement, il se retrouve dans un support que personne ne consulte aujourd'hui pour acheter un bien immobilier, puisque le gros des recherches se fait plus là, il se fait sur Internet. Et on voit bien qu'en l'espace de quelques années, tout a basculé du offline vers le online. Et ça s'est fait naturellement. Donc ça veut dire que le plan A, on doit le supprimer pour repenser au plan B. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien aujourd'hui, ça veut dire que c'est juste différent. Et le différent, c'est aussi des opportunités. Alors l'un des éléments importants à retenir, c'est cette partie-là. Puisqu'en fait, ce qui va changer, ça va être l'orientation de ces investissements, notamment publicitaires. Alors, je vais décoder. En gros, sur l'acte de vente, il y a, pour un client, il y a 3 parties. L'acquisition, la conversion, et puis derrière, la fidélisation. Premier élément à travailler, ça va être de travailler, donc là, je suis que sur le web, globalement, dans un premier temps, puisque l'un des points de convergence, quand on a un magasin et quand on a un site internet, le point de convergence, c'est le point de vente et c'est le site web. Donc ça va être de travailler cette partie-là. Là, ce qu'on appelle donc le site va travailler sur la consultation, l'inscription ou l'achat.
Hein, si on est un site e-commerce, on vend en ligne. Si on est un agent immobilier, on ne vend pas en ligne. On est consulté, ça va générer soit des appels téléphoniques ou soit des mails. Premier élément, c'est de bien le travailler sur notamment ce qu'on appelle la partie ergonomie pour les gens vont venir sur le site et que ça puisse bien transformer derrière. Deuxième élément, ça va être de concentrer son budget en fait sur tout ce qui est renseignement et recherche. Renseignement et recherche, globalement, je reprends l'exemple d'un particulier qui cherche une maison à Vannes. Globalement, comment il va faire? Il va aller sur Google, il va taper recherche, vente maison à Vannes. Chacun va utiliser ses mots-clés. Et donc, si globalement l'agent immobilier n'est pas présent là, et globalement, tous les gens qui sont en train de rechercher activement une maison sur Vannes ne vont pas pouvoir le toucher. Et ensuite, une fois qu'on a bien travaillé ça, on va travailler ce qu'on appelle la stimulation du besoin. Donc là, c'est de se faire connaître et de développer la notoriété. Et derrière, quand on a le client, c'est de travailler l'engagement. Donc là, le partage notamment sur les réseaux sociaux. Et puis le partage d'expérience pour diffuser et amplifier. Donc en résumé, c'est ces deux axes-là prioritairement à travailler pour pouvoir d'abord concentrer son budget là où on aura les meilleurs retours, pour après élargir si on a des besoins supplémentaires ou des moyens supplémentaires. Et donc en fait, derrière la carte de métro qu'on voyait tout à l'heure, c'est tous les fameux termes techniques qui vont servir à des objectifs totalement différents les uns des autres. Donc globalement, pour travailler la phase de conversion, ici, on va travailler le retargeting, la web analyse, l'ergonomie et les solutions qui vont permettre de faire du drive to store, donc de l'internet vers le point de vente. On va pouvoir travailler sur cette partie-là, ce qu'on appelle l'affiliation, la production de contenu, le SEO, c'est le référencement naturel. Alors excusez-moi, il y a plein de termes qui peuvent être un peu anglo-saxons dans le web, mais j'essaye de vous les traduire. Et Google AdWords, donc c'est l'achat de mots-clés sur Google. Et puis les fameux médias qu'on évoquait tout à l'heure, notamment Ouest France, mais la presse, la radio, l'affichage, les médias qu'on appelle plutôt offline, eux vont permettre derrière de stimuler plutôt le besoin. Donc en gros, avant, on partait plutôt de là pour aller vers là, et maintenant on part plutôt de là pour aller vers là. Donc j'ai un budget, je quadrille l'intégralité de cette partie-là, et s'il me reste du budget, je développe ma notoriété. Mais avant d'aller développer ma notoriété, en gros, je vais d'abord chercher les clients qui sont captifs. Voilà, ça permet d'avoir une démarche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus efficiente, puisque la question sur le web, c'est de se dire avec le même budget, comment je peux développer plus mon business. C'est très business. Le web, on mesure tout, et derrière chaque euro investi, on doit pouvoir mettre soit du chiffre d'affaires, soit un nombre d'appels téléphoniques, soit un nombre de mails. Et dans la web analyse, ici, ça permet vraiment de tout mesurer. Et derrière, après, pour travailler le partage, la fidélisation, c'est l'emailing, ça va être les SMS, les VMS, donc les messages vocaux, ou les réseaux sociaux. Donc typiquement, quand on a un client qui nous dit « Tiens, j'ai envie de me développer sur le web et je veux ouvrir une page sur Facebook », ça tombe bien, ça sert juste pas à ça. Son puzzle est dans le mauvais ordre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de Facebook, mais Facebook ne répond pas à cet objectif-là, dans un premier temps. Les choses sont en train de changer. Nous sommes dans un monde qui bouge, donc ce qui est vrai à un moment n'est pas forcément vrai plus tard. Facebook va devenir l'un des gros concurrents de Google dans les mois et les années qui viennent. Et donc une fois qu'on a fait ça, on a un autre élément à travailler qui s'est complexifié un petit peu. Alors ça, c'est plutôt sur tous les pays occidentaux. C'est ce qu'on appelle le multi-device. Aujourd'hui, vous êtes sur portable, mais vous êtes aussi sur tablette et vous êtes aussi sur ordinateur. Ce qui est l'une des caractéristiques de tous les pays occidentaux. Mediaveil, on s'est lancé au Maroc. En Afrique, c'est totalement l'inverse. Il n'y a que le mobile. Donc nous, en France, on est en train d'expliquer aux gens qu'il faut se digitaliser. Ils démarrent par le portable, par l'ordinateur. Ensuite, on va faire la tablette. Et ensuite, on va arriver au mobile. Au Maroc, ils ont shooté les deux premières et on ne parle que du mobile. Ce qui veut dire que les entreprises marocaines aujourd'hui, elles sont beaucoup plus performantes sur le mobile puisqu'elles ont un seul sujet. Puisque la difficulté après dans ce domaine, mais là c'est plutôt le rôle d'expert, nous c'est de comprendre la phase de recherche qu'on a évoquée tout à l'heure. Je la reprends sur le monde des voyages. Les voyages à l'époque, on allait dans les agences de voyage. Aujourd'hui, comment on recherche globalement un voyage dans les grandes masses, chacun a sa consommation personnelle. Monsieur et madame, alors je vais prendre des profils parisiens, sont dans leur transport en commun, chacun est sur son mobile, chacun cherche dans son coin le voyage qu'il fait rêver. Donc il faut quadriller, si je reviens à la page d'avant, il faut quadriller ici les phases de recherche, d'accord ? Et l'acte d'achat se fait le soir ou le week-end
sur la tablette ou sur l'ordinateur. Et là, du coup, il faut quadriller la campagne AdWords plutôt sur les ordinateurs, plutôt que sur le mobile, puisque là, du coup, on est dans un objectif de conversion. Et ça, domaine par domaine, ces parcours clients sont compliqués. Hein, ça démultiplie la complexité. C'est bon jusque-là? Et donc la complexité, c'est donc le nouveau comportement des usages, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc on passe d'un terminal à un autre, et donc on le fait de façon assez inconsciente. Hein, pour un voyage, on peut faire jusqu'à 14 sites différents. Et donc il y a 3 sites qu'on va faire sur une tablette, après d'autres sites qu'on va faire sur le mobile, voilà, à chaque moment différent. Derrière, après, c'est d'identifier les innovations, les tester et sélectionner les meilleurs. C'est pas parce que c'est sur Internet que ça marche. C'est pas parce que telle plateforme d'affiliation a fonctionné sur le domaine de la beauté qu'elle va marcher sur le domaine de l'immobilier. Hein, toutes ces règles-là sont totalement différentes. Il n'y a pas de certitude. Et donc le jeu, ou en tout cas nous, nos enjeux, c'est de faire matcher tout ça pour exploiter la meilleure solution, pour toucher la bonne cible au bon moment. Voilà. Et ça, c'est la complexité de notre métier. Et c'est pour ça qu'il y a des experts. Il y a des comptables dans la salle. La compta, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il y a des experts et ainsi de suite. Chacun son métier. Et donc, quelques pièges à éviter. Donc là, c'est plutôt des conseils de bon sens de dirigeants que je peux rencontrer en voyant les erreurs qui peuvent être commises. Le premier, c'est la peur du changement. Le dirigeant, il est tétanisé. Pendant 25 ans, il a communiqué tout le temps dans Ouest France, donc il faut continuer à communiquer dans Ouest France. Eh ben non. On a le droit de changer et c'est pas très engageant. Sur le web, on peut tester. Quand à l'époque on lançait une campagne à la télé, on pouvait pas se tromper, c'était des investissements très forts et du coup il n'y avait pas le droit à l'erreur. Sur le web, on lance la campagne le lundi à 10h, on peut la stopper à 10h15. On peut la stopper à 11h, on peut la stopper à midi, on peut la stopper 3 jours après. C'est engageant sur rien du tout. Donc du coup on est dans un schéma où on va tester en permanence. Deuxième élément, c'est d'essayer de comprendre. En fait, les gens essayent de comprendre dans le détail plutôt que de comprendre à quoi ça sert. Donc moi, je donne un exemple souvent. J'ai fait des travaux dans l'agence, on a grossi, on a agrandi. Le menuisier, je lui demande pas des explications sur comment il fabrique son placo. Je lui dis, ma cloison, je veux qu'elle soit là. Voilà, et je constate juste qu'elle est là. Et souvent, les gens dans notre métier, ils veulent comprendre comment ça marche le référencement naturel, alors le robot TXT, le sitemap. Et puis c'est gare. Nous, on a 23 métiers différents. Donc, il n'y a pas un dirigeant d'entreprise. Je suis même pas capable de faire le métier de mes salariés. Donc, il n'y a pas un client qui va pouvoir se mettre à la place de nos salariés. Donc ça, déjà, simplifiez-vous la vie, enlevez-vous la peur, vous trouvez les bons spécialistes. Et puis derrière, après, c'est de comprendre à quoi ça sert. Si je fais ça, ça me sert à quoi? Je vais remonter là, et si je remonte sur Google, ça va me permettre de générer des contacts téléphoniques ou de générer des mails. En dehors de ça, voilà, ça sert pas à grand chose. Et votre apprentissage, vous allez le faire en fait au fur et à mesure par les résultats qu'on va donner, voilà, et par des questionnements, vous allez progresser au fur et à mesure. Mais souvent, ça met une barrière beaucoup trop grande au départ, et du coup, ça nous bloque sur le développement futur et la compréhension. Ensuite, l'autre difficulté, c'est de faire les choses dans le mauvais ordre. Je donnais l'exemple tout à l'heure, je fais la page Facebook, et puis je comprends pas, j'ai passé des semaines et des semaines dessus, et ça marche pas. Oui, ça servait pas à ça, donc du coup, c'est assez logique. Donc si on fait les choses dans le bon ordre, on commence à toucher du doigt les résultats, et donc on va pouvoir expliquer telle action va servir à ça, et derrière, ça va permettre de progresser. Ensuite, quand on n'est pas du tout dans le domaine, l'autre élément, c'est qu'on sous-estime le potentiel. Quand on ne connaît pas quelque chose, on se dit moi j'y connais rien, je vois pas très bien ce que ça peut donner. Donc c'est assez obscur. Comme on s'est mis tout un tas de barrières, on n'a pas compris, on a peur, du coup on va à peu près pas avancer. Alors que globalement, c'est un potentiel qui peut être super super important. Si je reprends l'exemple d'un promoteur immobilier, dans le offline, un contact lui coûtait en moyenne, alors avant il comptait même pas le coût du contact, ça lui coûtait en moyenne 350 €. Sur le web, ça va lui coûter 65 €, 70 €, 100 €. Donc 3 fois moins cher qu'avant. Voilà. Mais comme il ne le sait pas, du coup, il va pas y aller. Et il continue à faire comme avant, parce qu'il a peur du changement. Voilà. Donc c'est toutes ces barrières-là qu'il faut réussir à basculer. Sur le digital, la performance, elle est dans le détail. Pareil, on a des clients à dire, moi j'ai déjà fait le référencement naturel, j'ai déjà fait AdWords, j'ai déjà fait l'emailing, là vous me parlez que de trucs que j'ai déjà fait. Oui. Mais c'est juste de mieux les faire que ce que c'était fait. C'est une accumulation de tout petits détails qui, au final, va faire une grande différence en termes de performance. Tous les leviers qu'on a vus tout à l'heure, tous les petits carrés, chacun va amplifier les performances de l'autre. Et donc, c'est bien en additionnant l'intégralité de ces leviers et de ces performances
qu'on va avoir des résultats encore plus forts derrière et qui vont être plus bénéfiques. Et souvent, le premier piège, c'est le dirigeant qui est souvent le premier responsable. C'est souvent lui qui va bloquer, c'est souvent lui qui va même bloquer ses équipes, des fois. Il y a l'équipe qui est prête à y aller, et puis comme lui il a peur, comme il n'est pas dans le bon schéma, il va dire non, mais bon, parce que ça se comprend, sa boîte elle n'a pas attendu le digital, il a tout le temps fait ses +3 tous les ans, et sauf que là le +3 il est plus dur, il fait 0, et puis il fait -1, il fait -2, et à un moment donné il va faire -15, et il va se faire sortir du marché. Voilà, donc c'est souvent la première responsabilité, le dirigeant il doit tracer la voie de son équipe. Voilà, c'est le capitaine du bateau, et donc s'il n'y a pas de capitaine, du coup c'est compliqué, et ça crée même un fossé avec ses propres équipes, puisque quand on a des générations Y ou Z dans sa boutique, eux se disent mais je comprends pas, il devient has-been, puisque c'est assez clair, faut aller vers cette voie-là, et finalement il n'a pas l'air de vouloir la prendre. Donc vos enjeux. Premier enjeu du digital, ça va vous permettre d'adapter votre entreprise. Quand vous allez mettre le pied, faut pas démarrer en se disant je vais tout révolutionner, ça va être un chantier dingue. Allez-y progressivement, tranquillement, faites les choses, touchez du doigt les résultats. Vous allez voir, vous allez mettre le pied dedans progressivement. Deuxième élément, c'est d'aller plus vite que vos concurrents. Le digital, c'est une course contre la montre. Et le monde dans lequel on est, c'est une course contre la montre. Donc tant qu'on va moins vite que les autres, mécaniquement, vous allez vous faire sortir du marché. La question, c'est de savoir combien de temps vous allez durer dans le marché. Voilà, c'est vraiment, donc à l'inverse, c'est une super opportunité. Si on va plus vite que les autres, le développement de Mediaveil, notre marché, il n'est pas dans la croissance qu'on a. On va juste plus vite que les autres. Et du coup, comme on va plus vite, derrière, on gagne mécaniquement des parts de marché. C'est de gagner des parts de marché, ça c'est la conséquence. Vous allez vous développer. Le digital, quand on est rentré dedans, ça offre des opportunités de développement qui sont importantes. Ça facilite grandement les choses. Et l'autre élément, c'est que vous allez réussir à mobiliser vos équipes sur des projets nouveaux et vous allez prendre plus de plaisir avec eux. On se lance un challenge, c'est un projet commun. Les collaborateurs dans une entreprise, ils ont envie d'avoir du challenge. Ils ont envie d'avoir des projets. Les entreprises manquent souvent de projets. Le groupe que j'ai quitté, je l'ai quitté parce qu'il n'y avait plus de projets, tout simplement. Et c'est ça, et si vous cherchez au fond de vous, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont étudiants, les gens, tout le monde a envie d'avoir des projets, vos collaborateurs ont envie d'en avoir. Voilà, et c'est ça qui nous fait avancer. L'autre élément, l'organisation. Le digital, ça transforme toute l'entreprise. Alors un élément qui, d'un côté, fait peur et d'un autre côté, dans mon métier, me dit que ça m'offre plein d'atouts pour le futur. Il y a encore 70% des dirigeants qui pensent que la transformation digitale n'est pas essentielle. Quel potentiel fantastique nous avons encore. Quand on voit ça, franchement, ça fait peur. On se dit, ils doivent vivre dans leur monde, doivent être sur une île non connectée, une île du golfe du Morbihan qui n'a pas de réseau, qui n'a rien, et ils sont heureux comme tout, mais ça fait peur. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vos organisations, elles produisent des anticorps qui vont bloquer le changement. Et les conséquences, c'est ça, c'est que vous allez avoir des salariés qui vont pédaler de plus en plus vite, et la boîte, elle va pas avancer, voire elle va reculer. Et donc ce mal, il a un nom, et ça s'appelle le darwinisme. C'est l'incapacité en fait de l'entreprise à s'adapter aussi vite que ses consommateurs et que ses salariés. Et donc dans la transformation digitale, ça concerne tout le monde dans l'entreprise. C'est la DG, c'est la RH, c'est le commerce, c'est le DAF. On a souvent des gens qui nous disent « Ah non, mais moi je suis DAF, ça ne me concerne pas ». Si, ça nous concerne, ça nous bloque. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Quand on travaille pour un site e-commerce dans le tourisme, globalement, ils travaillent avec Booking, la majorité, et ça leur coûte 20% de leur chiffre d'affaires qu'ils reversent à Booking. Donc, quand le DAF demande un prévisionnel, il ne peut pas mettre 20% dans la case de son bilan prévisionnel. Il dit, très bien, j'entends les 20%, mais moi, je mets 100 000, je mets 200 000, je mets 300 000. On ne sait pas, c'est 20%. Ça dépendra de Booking. Si Booking, s'il y a du potentiel et que pour l'entreprise, si à 20%, c'est rentable, globalement. Qu'elle fasse 1 million, qu'elle fasse 2 millions ou 3 millions, dès lors qu'elle redonne 20% et que c'est toujours rentable, le service commercial ou le DG, ils ont envie de développer la boîte. Se dire, nous, si avec Booking, on peut aller faire 3 millions, on va prendre les 3 millions.
Mais le DAF, il dit, moi, il me faut un chiffre. Voilà. Et donc, on est souvent confronté à ça dès lors qu'on est dans des grands groupes, les groupes bancaires, tous les grands groupes, on est confronté à cette mécanique-là. Voilà. Ça concerne bien évidemment le commerce, on en a parlé tout à l'heure. Quand je parlais des concessionnaires auto, le vendeur, c'est plus le même métier. Il y a des méthodes maintenant en inbound marketing qui font venir à nous les clients. Et du coup, c'est pas la même démarche. On a des clients qui sont plus mûrs, donc on a moins besoin de commerciaux prospecteurs qui vont aller taper au téléphone en permanence. L'organisation de l'entreprise, elle est souvent organisée comme ça, les achats, le marketing, la vente, la production, en silo. Et tout ça, c'est fini, globalement. Ou ça doit tendre à finir. L'entreprise, elle doit être beaucoup plus horizontale, elle doit être beaucoup plus participative, et on doit faire travailler l'intelligence collective. Le digital, c'est un travail commun. Il n'y en a pas un qui détient la vérité. Et quel que soit l'expert, quel que soit le spécialiste, il n'y en a pas un. Nous, fréquemment, sur des dossiers, on va travailler à 3, 4, 5 dessus. Et c'est des angles d'attaque et on va passer 2 heures à réfléchir, on va être content, on va voir la solution. Il y en a un qui arrive et qui va dire « Ah, mais vous n'avez pas pris cet élément-là en compte ». Et du coup, on va se rendre compte que notre analyse, elle n'était pas totalement bonne. Voilà. Et oui, là, il y a un potentiel important que les entreprises sous-estiment. Vos salariés ont un potentiel de malade. Ils veulent s'éclater, ils veulent apporter leur intelligence. Et comme on les a souvent mis en mode ouvrier, en mode brebis, je te demande de faire le travail et tu réfléchis pas et tu fais le travail, il est pas têtu, il fait le travail. Il sait qu'on va dans le mur, il dit moi tu m'as demandé de faire ça, donc j'ai fait ça, j'ai pas changé puisque tu m'as pas demandé de réfléchir. Et quand vous arrivez à ouvrir ça, donc ça c'est un vrai challenge managérial et c'est une vraie difficulté, mais quand on y arrive, très franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On va en parler tout à l'heure avec notamment la jeune génération qui est un peu présente dans la salle et dans les attentes, mais en tout cas, c'est vraiment un besoin. Et donc, la conséquence pour le dirigeant, c'est qu'il va lâcher un peu de pouvoir. C'est fini le petit chef. On est à égalité avec les collaborateurs, on a juste des missions différentes. Et on va pouvoir échanger. Plus il va pouvoir s'exprimer, plus il va rejaillir des idées de sa part et on va pouvoir construire des choses. Et vous, votre travail, c'est d'entendre tout ça, de pouvoir capter et à partir de tout ça, vous allez tracer le chemin qui vous semble mieux. Mais parce que ça sera le fruit de tout le monde. Et en tant que dirigeant, c'est beaucoup plus reposant que d'être tout seul. Combien de fois je croise des dirigeants qui disent « Oh là, c'est la galère, personne prend l'initiative, c'est moi qui traîne tout, il n'y a que moi qui ai des idées. » Faut juste se regarder et si c'est le seul à avoir des idées dans sa boîte, c'est juste que les gens n'arrivent plus à s'exprimer. Et donc dans l'organisation, c'est mécaniquement, c'est plus de confiance et c'est moins de contrôle. Dès qu'on met du contrôle quelque part, on montre du doigt systématiquement tout ce qui ne va pas. Donc ça veut dire que les gens à un moment donné, ils ont juste plus envie de faire ça. Et donc ils prennent plus d'initiative, ils se disent non, moi de toute manière il va contrôler, il va revenir, il va me dire que je me suis encore trompé, donc pas de problème. Voilà. Oui, on va faire des erreurs. Je fais des erreurs tous les jours, j'en fais. Il n'y a pas de problème. On a une croissance forte. Je prends des décisions et pas toujours les bonnes. Je dois juste pas me tromper sur le chemin principal de la boîte. Le reste après que j'ai validé tel fournisseur versus tel autre, si c'est pour acheter du papier à 20 euros à X euros la ramette, c'est pas ça qui va changer fondamentalement. Et donc vous devez passer en mode agile. Et donc ça ne nous empêche pas d'avoir un plan stratégique à long terme. Mais l'autre élément, c'est de ne pas en être otage. Je redonne l'exemple. Dans le groupe où j'étais, on embauchait qu'au mois de novembre. Pour valider les embauches, c'était le passage en novembre qui existe encore dans plein de grands groupes. Les plans d'action. Voilà. Et dans mon entreprise, si on a une opportunité de business qui arrive, là on a gagné un très gros contrat en Allemagne, on a le contrat, on embauche. Ça répond à la demande. Et souvent, les gens se retrouvent otages en disant « Non, mais c'est pas dans le plan stratégique qu'on a calé. Mais si vous avez une opportunité qui s'offre à vous, vous n'êtes pas obligé d'attendre novembre. On a dit que c'était une course contre la montre. Donc, il faut qu'on avance beaucoup plus vite. » Nous, on a créé un pôle contenu qui, aujourd'hui, représente 14 personnes. Et à l'époque, on l'a créé. On a été contacté en juillet par un grand groupe de communication, Publicis, pour pas les nommer, qui avait entendu parler de nous et qui souhaitait nous confier cette mission-là. On n'en faisait pas. J'ai eu l'appel, j'ai regardé combien ils nous payaient, quel volume ils faisaient. Et du coup, c'était 3 emplois en fait que je pouvais créer. Donc, j'ai rappelé le lendemain, j'ai dit OK, banco, vous me laissez juste un mois pour recruter les personnes. Voilà, et on s'est lancé. Et on a lancé le pôle contenu. Et donc, on a démarré de 3 et aujourd'hui, on est 14. J'aurais été dans mon ancien groupe, j'aurais dit tiens, j'ai une bonne nouvelle, j'ai eu Publicis. On aurait dit pas de problème, on en parle en novembre. C'était mort. Ils auraient traité avec quelqu'un d'autre.
Sachez saisir les opportunités, il y en a plein. Et c'est justement en étant en mode agile, hein, ça nous permet d'être beaucoup plus captifs, d'être beaucoup plus. De toute manière, c'est un schéma, on est beaucoup plus à l'écoute de ses salariés, à l'écoute de ses clients et du coup à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter. Et donc, vous devez aller plus vite. Et globalement, on voit bien, vos salariés ont envie d'aller vite. C'est souvent la machine, le centre de décision qui fait que ça permet pas d'aller vite. Souvent, tout remonte à la direction et du coup, on peut pas répondre à tout et derrière, on va pas forcément pouvoir valider. Et donc l'entreprise, elle doit être dans le mouvement permanent. On parle souvent de la peur du changement dans les entreprises. Nous, dans notre entreprise, on n'a plus ça. On change de bureau, on change parce que ça fait partie, on est dans le mouvement permanent. On est dans cette culture-là. Et donc c'est souvent ça qui va bloquer. Dès lors que vous arrivez à déverrouiller, en fait, vous enlevez tout un tas de craintes de la part de vos collaborateurs. Et le changement auquel on va être tous confrontés, il va pas faire peur, on va l'affronter assez sereinement et assez tranquillement. C'est souvent votre équipe, c'est souvent le miroir des craintes du dirigeant. J'ai écrit des papiers sur la peur du dirigeant, c'est ça qui va tétaniser beaucoup de dirigeants sur son propre développement. Il va avoir peur de recruter parce qu'il va d'abord penser au prud'homme qu'il pourrait avoir si jamais il y avait un problème, donc il va pas faire. Et quand on a franchi le cap des 50, moi j'avais mon comptable, mon expert comptable, et l'avocat me dit Monsieur Merrill, jamais le cap des 50 ans. Vous allez voir, ça va être la galère sinon. On est 110 et puis c'est pas la galère. On n'a pas tout fait encore, mais en tout cas, c'est pas la galère qui m'était annoncée. Et donc c'était leur peur à eux qui rejaillissait sur moi. Et du coup, en la transmettant à d'autres, ils auraient pu bloquer certainement, ils doivent bloquer certainement un certain nombre de dirigeants. Pensez en permanence à vos super clients. Toutes les pensées de la boîte doivent être orientées par le client. Pourquoi? Ce sont eux les financeurs de l'entreprise. Je le dis tous les jours aux startups que je rencontre. Ils veulent lever des fonds, ils rêvent de lever des fonds. Les premiers fonds qu'on lève, c'est qu'un client accepte d'acheter la solution. Et tous les jours, ça doit être ça. Et si toute votre entreprise, du comptable à la production, au marketing, à la vente, on pense client, franchement, vos services vont être beaucoup plus performants. On pense souvent d'abord à nous. Dans tous les trucs, on se dit, tiens, ça va être plus cool pour nous, ça va me demander moins de temps. Non, mettez le truc dans l'autre sens en disant, si j'étais client, qu'est-ce que je préférais? Si vous vous mettez ça, vous allez voir que vous n'allez pas avoir du tout les mêmes grilles de lecture. Et petit message pour les patrons de PME, nous devons penser différemment. J'entends tout le temps, nous les PME, on n'a pas les moyens. Nous les PME, on n'a pas l'équipe. Nous les PME, nous sommes tout petits. C'est à la poubelle tout ça. Nous les PME, on a des atouts formidables par rapport aux grands groupes. Le digital, c'est une opportunité de malade pour les PME. Ça aide à développer les PME. Les grands groupes, ils n'ont pas du tout cette possibilité-là. Ils sont beaucoup plus contraints. Penser différemment, c'est une opportunité. Les cartes sont redistribuées. En gros, je prends souvent l'image. Avant le digital, les grands groupes, la majorité avaient des cartes dans les mains. Voilà, et on plie les cartes et elles sont redistribuées. Donc quand on les avait pas, on tend les mains. Mécaniquement, on va récupérer des cartes. Et les grands groupes qui avaient plein de cartes en auront mécaniquement moins. Et nous avons donc tous les atouts dans les mains. On est plus agile. On dit qu'on doit être en mouvement permanent. C'est plus facile de faire bouger 10 personnes que d'en faire bouger 3000 ou 10 000. On est plus rapide. C'est une course contre la montre. Donc plus on va pouvoir aller vite, s'ajuster, plus ça va être simple. Globalement, on est plus malin, on a moins les moyens. Donc sur le digital, c'est pas une question de moyens. Tous les jours, je vois des grands groupes qui ont investi des sommes colossales pour avoir des mauvais résultats parce qu'ils ont mal fait les choses. Ils sont tellement sur d'eux, ils ont tellement les moyens que finalement, ils regardent pas les solutions pas chères. Si c'est pas cher, même pour un groupe, c'est même pas crédible. Voilà. Donc on est à l'inverse du bon sens. Et c'est souvent plus facile de s'adapter. Du coup, vous connaissez mieux vos collaborateurs, vous êtes à côté, donc vous allez pouvoir les diffuser tous les jours. Quand c'est un grand groupe, vous prenez des grands groupes bancaires, même bretons, entre le directeur général qui est dynamique et puis finalement celui qui est derrière son guichet, il y a quand même 18 étages avant que ça traverse tous les étages. C'est pas rendu au guichet. Vous prenez la Poste qui communique de façon très dynamique au niveau national. Moi, quand le samedi je vais à mon bureau de poste, franchement, j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Non, mais il y a un choc des cultures qui est assez terrible. Et l'avantage indéniable qu'on a, c'est que les clients sont accessibles par tous maintenant. Quand j'étais une PME, je pouvais pas communiquer à la télé, je pouvais pas faire une campagne d'affichage au niveau national, le national m'était interdit, l'international m'était interdit. Aujourd'hui, avec le digital, je peux attaquer tout ça.
Donc le grand groupe qui était le seul à pouvoir se partager le gâteau, ben finalement, je peux maintenant aller piocher, picorer dans ma petite proportion dessus. Puisqu'avec Google, Google, on met juste des enchères, on dit je veux mettre 50 euros, je veux mettre 100 euros, je veux mettre 1000 euros. Vous en aurez pour votre argent et vous pourrez quadriller le secteur que vous voulez. Voyez bien, des Airbnb, ça part de rien. Accor, c'était un groupe super costaud, ils ont des hôtels, voilà, ils se font chahuter, et on peut en citer beaucoup comme ça. Donc ne vous mettez plus de barrières, et bien en route pour décoller. Et sinon, donc deuxième partie qui est un peu plus orientée pour les jeunes, puisque dans ce qu'on m'avait expliqué, il y avait des dirigeants et des jeunes. La partie pour les jeunes, elle va permettre aussi de décoder un peu pour les dirigeants. Globalement, pour les jeunes, donc moi, juste pour info, génération X, génération Y et génération Z, c'est à peu près 90% de mon effectif. Une génération que j'entends tout le temps ingérable, c'est la galère avec eux. Nous, on a 2% de turnover. 2% simplement. Quand on a trouvé les clés de cette génération-là, pour moi, elle est plutôt assez fabuleuse. Elle a plein d'atouts. Il faut juste réussir à la comprendre. Alors pour les jeunes, vous allez trouver un job, et ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que c'est une entreprise et un dirigeant qui vont vous faire confiance. Le premier élément, c'est de ne pas les décevoir. C'est la parole donnée. Ça peut être l'une des faiblesses qu'il peut y avoir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes grilles de lecture. Ils veulent vivre des expériences. Ils ont envie de sens. Donc si on leur donne pas, en fait, c'est souvent la gestion entre le dirigeant ou une société et cette génération-là, c'est un décalage de communication. L'entreprise, elle pense avoir offert tout ce qu'elle pouvait offrir, et le salarié, qui est jeune, il a juste envie, lui, de vivre son expérience et d'avoir du sens. Et donc si la mission, on la trouve bien, parce que nous, il y a 25 ans, on l'a fait, lui, si ça n'a pas de sens pour lui, finalement, il n'avancera pas avec. Et donc l'entreprise, le dirigeant vont devoir comprendre comment il fonctionne. Donc là, c'est le rôle des dirigeants que de comprendre ces jeunes, mais c'est aussi le rôle des jeunes que de comprendre l'entreprise et aussi son histoire. C'est en comprenant un peu, et donc ça veut dire quoi ? Le dirigeant, il doit aussi expliquer d'où il vient, son parcours, voilà, comment il raisonne, ses clés de lecture, pour que derrière le jeune, il a une tête qui est plutôt bien faite, ils ont des niveaux d'études assez élevés, et donc ils arrivent vite à comprendre. Moi, dans le management, sur chaque nouveau collaborateur, je les vois, alors maintenant je les vois par groupe, puisque du coup on a beaucoup de recrutements tous les mois, et je leur présente tout mon parcours depuis le début, et je leur donne toutes mes grilles de lecture. Ils les ont, du coup ils vont pouvoir interpréter mes décisions, et se dire, tiens, je comprends maintenant pourquoi il dit ça, puisque du coup il m'a expliqué ça la dernière fois. Et ça met les relations à égalité entre le patron et le salarié, et on va plutôt vers cette tendance-là. On était dans un schéma avant très descendant, on est dans un schéma maintenant plus horizontal dans la relation. Et donc quand le patron, moi je leur explique, quand vous avez candidaté, c'est un peu vous qui vous êtes déshabillé en fait en m'expliquant votre parcours, vos avantages, vos inconvénients. Et je vais faire exactement la même chose, et comme ça du coup vous allez pouvoir mieux me connaître. Et les principales difficultés donc rencontrées par les dirigeants, d'abord c'est, on entend les jeunes dire, moi j'ai un diplôme donc on me doit tel salaire. Tous les candidats qu'on a, ils ont à peu près le même niveau d'études, souvent maintenant. Des masters, là j'ai recruté assistante RH, ils étaient tous en master. Donc du coup, il n'y a pas de différence. Et le salaire n'est pas lié à un diplôme. Votre diplôme, ça a été la prime par rapport à votre capacité d'apprentissage. Le salaire, c'est lié à la valeur que vous allez apporter dans l'entreprise. Donc quand on démarre, on démarre. Donc on démarre à un salaire qui est plus faible. Et après, c'est la capacité à pouvoir le faire monter. Souvent, il y a beaucoup de certitudes. Et on est tellement sûr, vous allez gagner à apprendre un peu des autres. Prenez le temps d'écouter. Les dirigeants ou les autres doivent aussi apprendre à vous décoder. Mais c'est pas à sens unique, c'est dans les deux sens. Ensuite, à peine en poste, ils ont déjà envie de changer. Il faut avoir en tête que cette génération-là, elle a un chronomètre dans la tête qui n'est pas le même que le nôtre en fait. Pour l'entreprise, 1 an, c'est 1 an. Pour un jeune, le 1 an va être plutôt égal à 6 mois. Donc du coup, quand on lui dit, tiens, je te prépare un plan de carrière fantastique et tu vas voir dans 25 ans, tu vas être rendu là, ça lui parle pas du tout, ça le fait pas rêver. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Et donc ça veut dire que même dans les rythmes, il y a des nouvelles tendances dans le management sur les entretiens annuels où certaines boîtes suppriment les entretiens annuels
pour du coup les faire de façon plus ponctuelle. Alors nous, on n'y est pas encore, mais nous, on fait par exemple 2 entretiens par an. On voit en juin et on voit en décembre. Et on va mettre un baromètre du bien-être pour savoir comment ils sont chaque semaine, pour pouvoir identifier et se dire, bah tiens, là, il y a un petit coup de mou, on va le voir. Et on va comprendre, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête pour du coup leur mettre sur les bons rails. Ça coûte moins cher à une entreprise de garder ses salariés que de les voir partir. Donc moi, si j'ai 2%, si j'ai cette croissance-là, c'est bien parce que j'ai les 2% de turnover dans l'entreprise, puisque du coup, je passe beaucoup de temps à les former. C'est aussi une des caractéristiques de cette génération-là. Ils veulent apprendre en permanence. Et donc, si vous faites toutes les formations et qu'au final, au bout de 6 mois, ils se barrent, bah, la boîte, elle a investi, mais elle n'a pas le retour du tout sur investissement. Et donc, ils ont souvent envie de faire plein de choses. Ils sont multitâches. Donc, ils ont envie de faire plein de choses. Il faut juste réussir à un moment donné à recentrer les priorités. L'entreprise, elle a une priorité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les transformer en monotâches, parce que là, ils vont pas s'éclater. Mais ils peuvent faire un certain nombre de choses. Et on doit bien rappeler quelle est la priorité absolue pour que le projet de l'entreprise avance. La génération Z, avec les mobiles. Moi, j'ai un fils qui est adolescent, comme certains d'entre vous. Eh ben, il est sur la console de jeu, il a l'ordinateur qui est branché sur la webcam, il a le mobile qui est à côté, et je le vois sortir de la pièce, il est en transpiration, il a le cerveau qui est dans tous les sens, parce qu'ils sont archi sollicités. Mais ça veut dire que professionnellement, ils vont être aussi dans la même mécanique demain, puisque là, c'est leurs années de formation. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi adapter les missions par rapport à ça. Et l'autre élément qui est dur pour nous, qui sommes plus âgés, ils veulent de la reconnaissance et toujours de la reconnaissance. Toutes les 5 minutes, il faut faire de la reconnaissance. Donc c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Donc il faut trouver le compromis entre les deux. Expliquer aux jeunes qu'on va pas pouvoir leur faire de la reconnaissance toutes les 2 secondes. Et puis dans l'autre sens, en faire un peu plus qu'on pouvait en faire. Donc dire que c'est bien. Et c'est pas que ce genre de choses, c'est aussi de la reconnaissance. Alors c'est pas que le salaire, c'est de la reconnaissance dans de la prise de parole, présenter son projet, la valorisation du collaborateur. Et dès lors qu'on a touché ça, alors il y en a quelques-uns qui peuvent être à l'extrême sur la reconnaissance, et ça c'est très très dur. C'est vraiment fatigant parce qu'on se dit, mais je vais pas m'en sortir. Tous les 15 jours, il faut que je lui dise que c'est super, c'est bien. Il fait juste son boulot, il est payé pour. Voilà, donc ça, faut diminuer un petit peu cette dose-là pour trouver un équilibre qui est plutôt intéressant. Et du coup, on se rend compte que l'autre génération, elle aime bien aussi la reconnaissance. Pendant longtemps, on l'a pas éduqué comme ça. Et ceux qui sont plus âgés, on aime bien entendre dire, tiens, t'as bien bossé, est-ce que tu peux présenter ton projet à tous les collègues? Ou tiens, t'as bien bossé, tu vas avoir une promo, ou tu vas avoir une augmentation de salaire. C'est au final ce que la nouvelle génération attend, c'est souvent ce que la génération d'avant n'a pas osé dire. Et donc ils ont juste envie de faire les choses de façon assez naturelle. Et globalement, on n'est pas dans un dessin animé. Moi, j'ai des jeunes, des fois, qui m'expliquent des choses. J'en ai un qui m'a expliqué, ouais, mais moi, la croissance, je sais pas trop l'intérêt de la croissance. Donc on est dans une boîte, nous, plutôt en hyper-croissance. Donc, alors je dis, pourquoi tu me dis ça? Par rapport à la pollution, par exemple, je dis, l'empreinte carbone de Mediaveil versus l'empreinte carbone de notre concurrent. Bon, je vois pas très bien, notre empreinte carbone, elle est à peu près identique, donc je vois pas très bien. J'ai dit, mais si on va au bout de ton raisonnement, si tu es contre la croissance, ça veut dire que toute ta vie maintenant, tu vas vivre dans le même logement. Tu vas pas vouloir avoir un logement un peu plus grand. Tu es dans un studio, donc tes 2, tes 3 maisons, ça fait pas partie. Si, ça j'aimerais bien. Ça veut dire qu'il va falloir que tu gagnes un peu plus. Donc pour que tu gagnes un peu plus, il faut que la boîte elle se développe. Et si la boîte elle se développe, à un moment donné, il faut juste augmenter un peu les salaires. Donc voilà, on part dans une spirale et donc il faut plus de clients pour payer. Voilà. Et ça, il avait pas décodé. Donc il était assez proche de ses certitudes écologiques. Il a le droit. Et je le remets juste moi dans son chemin en disant tu peux avoir ça, mais il faut aller jusqu'au bout de ton raisonnement dans ces cas-là. Et auquel cas, du coup, faut renier les augmentations de salaire et les évolutions. Voilà. Et puis en fait, quand on prend le temps de l'expliquer, il l'entend et puis derrière ça roule. Mais il avait sa conviction naturelle là. Et donc, et les atouts des jeunes, ils en ont plein. Vraiment, moi, c'est une génération qui m'éclate. Ils n'ont pas d'a priori. Là, toutes les barrières, quand j'évoquais, on a des barrières, eux, c'est une génération qui n'a pas de barrières. Tout est possible. Donc, profitons-en quand vous les avez dans votre entreprise. Ils vont vous aider à avancer. Ça ne veut pas dire de faire tout ce qu'ils disent, mais ça veut dire déjà de ne pas s'interdire de penser. Et souvent, déjà en train de se bloquer dans la tête en se disant, non, je ne peux pas imaginer ça. Si, allez-y, lâchez-vous. Ils ont une envie incroyable d'apprendre. C'est en permanence. Ça, faut l'avoir en tête. Les budgets formation, la pédagogie, le parcours d'intégration, ça, c'est l'élément qui les fait avancer. Avant le salaire. L'entreprise qui parle que de salaire, elle n'a pas compris la génération.
On a des gens, là je fais moi l'office de DRH dans ma boutique en ce moment, et franchement quand je vois les collaborateurs, enfin quand je vois les candidats, de tous les avantages qu'on leur apporte, il y a un élément qu'ils encerclent, disent moi ce qui m'intéresse c'est ça, la formation. Nous la formation elle est en permanente, elle est open bar, on a notre centre de formation intégré, ils expriment, on fait la formation. Et c'est ça qui va ils ont envie de progresser tout le temps. Donc et ça veut dire que comme ils sont comme ça, si votre entreprise elle a pas de projet et qu'elle avance pas, mécaniquement, ils vont partir. Ils ont des connaissances, ils ont des niveaux d'études qui sont élevés. Moi, je suis autodidacte, je suis assez bluffé quand je vois tout ce qu'ils ont pu apprendre. Ça ne veut pas dire que j'ai honte d'être autodidacte, j'ai appris plein d'autres choses de la vie, mais en tout cas, ils partent avec un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait intéressants. Ils ont vite la passion. Et ça, quand on a la flamme qui s'allume, franchement, c'est du carburant, c'est assez magique. Et ils aiment travailler en collectif. Les réseaux sociaux, c'est la connexion à l'autre. Et du coup, ça transpire dans le travail. On ne peut pas les mettre dans un bureau en disant tiens, tu travailles là et tu me prépares un dossier et tu as 3 jours pour me faire ça. C'est pas comme ça qu'ils travaillent. Ils vont travailler avec les autres. Voilà, et vous allez voir que ça va créer un esprit d'équipe, ça va créer un collectif. Et quand on mélange les générations, du coup, on a cette génération qui n'a pas d'a priori, qui a de la passion, qui va amener justement de la richesse et qui va derrière permettre de faire grandir les autres. Et ceux qui ont plus d'expérience vont pouvoir, eux, apporter aussi leur expérience. Nous, on a aussi des seniors. Je parle beaucoup de la génération Y. On a recruté des seniors. Et du coup, c'est ce mélange-là qui fait un équilibre qui est assez intéressant, puisque chacun se nourrit de l'autre. Et donc, quelques secrets pour que ça marche bien, c'est accepter la différence. Oui, on est différent. Moi, quand j'ai découvert le management, j'ai fait une erreur. J'ai voulu recruter les mêmes profils que moi. Je cherchais des sosies. Voilà. Et donc, c'était une erreur. Aujourd'hui, j'ai appris à travailler avec des gens différents. J'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes. J'ai toutes les origines sociales, j'ai toutes les origines ethniques. Voilà, j'ai aucun souci là-dessus. Et très franchement, c'est assez magique comment ça se nourrit avec des clés différentes. C'est apprendre l'univers de l'autre. Donc, faut pas se dire tiens, il y a les plus anciens et puis il y a la génération Y ou la génération Z. On est dans un projet commun, dans un bateau commun, et on avance ensemble. Et donc, c'est d'apprendre à échanger, d'apprendre à discuter. Ça manque souvent cruellement dans les entreprises. C'est pas un échange, c'est pas une discussion, c'est un ordre qui est donné et on fait. Dès lors qu'on met les gens en mode discussion, c'est beaucoup plus puissant. C'est la communication. Donc, ça veut dire que vous, en tant que dirigeant, c'est aussi prendre plus de temps mécaniquement, d'écouter vos salariés, prendre le temps de les voir, prendre le temps d'être présent juste. Enfin, présent, c'est la vraie présence, c'est pas je traite mes mails pendant qu'il me parle. C'est je le regarde dans les yeux et je lui parle et j'écoute sa réponse. C'est la bienveillance. Ils sont attachés à la bienveillance. C'est la moindre remarque que vous auriez pu faire il y a 10 ans ou que moi j'ai pu faire quand j'étais patron à Vannes. Je fais ça à un de mes collaborateurs aujourd'hui, mais franchement, ils se barrent. On peut plus leur parler comme ça. Et au final, je me dis, ils ont raison. J'ai pas envie, moi, qu'on me parle comme ça. J'ai envie qu'on soit sympa avec moi. J'essaye de pas être méchant. Et puis voilà. Et si je fais des boulettes, on m'explique que j'ai fait une boulette et je corrige la boulette. Et puis voilà. Et c'est un schéma qui est beaucoup plus agréable. Et ils ont envie qu'on donne du sens. C'est pareil. Dites-vous bien, est-ce que je donne du sens à mes salariés? Parce que ça, c'est vrai pour tout le monde. Moi, j'ai quitté, on parle de la crise de la quarantaine. J'ai quitté à 40 ans parce que je savais plus pourquoi je me levais le matin. J'étais bien payé. Mais je me faisais chier toute la journée. Enfin, je me faisais chier. J'étais occupé, mais je savais plus après quoi je courais. Et donc, ils ont envie de vivre une expérience ensemble. Ayez en tête que l'expérience, ce sera pas toute la vie chez vous. C'est leur grille de lecture, c'est un morceau de la vie. 2 ans, 3 ans, 5 ans. Voilà. Tant qu'ils auront du sens, tant que ça roulera, ils auront envie de vivre cette expérience. Ils ont envie de prendre du plaisir. Moi, il y a une expression que j'aime bien qui vient de la Silicon Valley, c'est le love can do. Quand on aime, on a envie d'avancer, on a envie de faire. Et moi, j'ai découvert ça vraiment pour mon entreprise et c'est vraiment un élément qui contribue à faire avancer. Et beaucoup de gens, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de clients ont envie d'avancer de cette manière-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Olivier, un propos très dynamique, un homme à l'aise avec le changement. On va voir dans la deuxième partie de la soirée avec une table ronde si nos entreprises, nos formations le sont également. Mais avant de convier à cette table ronde, voilà, je voulais poser la question à la salle si par rapport à cette intervention, il y avait d'ores et déjà des questions qui souhaitaient être adressées à Olivier. Oui, je vois une question. J'ai pas de tabou. J'ai aucun tabou. Vous pouvez y aller. Quelque part, plus qu'une question, c'est presque plutôt une remarque, une suggestion. Vous parliez de grands groupes et des difficultés qu'il peut y avoir dedans. Comment on pourrait justement faire bouger les choses? Alors, j'ai un nom en particulier qui me trotte dans la tête. Je ne sais pas si ça vaut le coup de l'évoquer, mais je pensais particulièrement à Carlos Ghosn, par exemple, et à la structure particulièrement pyramidale dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des moyens de faire bouger ça aujourd'hui avec ces bonnes idées-là? Alors moi perso, j'explique vraiment que on a créé nous une filiale qui s'appelle Goodbye Media, qui est une agence spécialisée dans l'achat d'espaces publicitaires online et offline. Et on est en concurrence dessus avec Publicis, avec Havas, avec Cara, avec les numéros 1, 2 et 3 mondiaux. Et en fait, on s'est calé en se disant, on va faire l'opposé de ce qu'ils font. Ils sont otages aujourd'hui de leur cours de bourse. Il y a Bolloré, il y a Publicis sont en bourse, il leur faut 17% de résultats nets. Et du coup, ça bloque un certain nombre de choses derrière dans les prises de décision. Il y a toute cette inertie-là. Il y a des façons de penser qui sont plus adaptées au marché. Et du coup, ça a du mal à traverser. Et donc, on a saisi cette opportunité-là pour se lancer. Moi, sur les groupes, je suis entre guillemets, alors j'étais jusqu'à la semaine dernière assez pessimiste. Et puis sur la semaine dernière, j'ai été invité à l'émission TV Rennes et j'ai eu l'occasion d'interviewer le dirigeant de PSA à Rennes, donc nouveau dirigeant de 35 ans. Il a réussi à mettre sa boîte en mouvement. Alors moi, la mienne, j'ai envie de dire, on est parti de 9 et au fur et à mesure, j'ai créé de la dynamique et j'ai eu la chance de pouvoir choisir les collaborateurs quelque part qui correspondaient bien à ce que je cherchais. Donc c'est beaucoup plus facile qu'une boîte on est à 3000. Enfin moi, j'étais beaucoup plus admiratif de ce qu'il a réussi à faire. Il est arrivé. Il est en plus sur une population qui est différente, une population ouvrière. Donc les gens n'ont pas forcément d'ordinateur, il y a tout un tas d'éléments, ils n'ont pas forcément le même niveau d'études. Et globalement, il a réussi à libérer un petit peu. Alors ils sont quand même à la chaîne à faire les choses, mais la rentabilité de la boîte est totalement différente. Donc Tavares, lui, est arrivé chez Peugeot. Alors j'ai pas après de retour de feedback sur l'aspect social, mais en tout cas, ils avaient des grilles de lecture. Ça vient là vraiment d'en haut et c'est un peu à marche forcée. Donc le problème, c'est le problème qu'a rencontré Orange notamment, quand ils ont voulu changer à un moment donné, mais de façon assez violente. Et du coup, vous avez du management intermédiaire qui n'était pas du tout à la hauteur. Et d'où les suicides. Donc après, ils se sont dit on va changer maintenant, on supprime tous ces managers-là, on en met d'autres. Et c'est toutes les difficultés derrière. Il y a vraiment de l'inertie et moi, sur l'ADN d'une entreprise, je trouve ça extrêmement compliqué de pouvoir faire diffuser ça quand il y a, je sais pas combien d'échelons ils peuvent avoir, mais 10, 15 échelons, parce qu'on est tout le temps contraint après au petit chef, à la personne qui a son précaré, qui a pas envie de changer. En fait, c'est pas parce que le dirigeant a envie de changer que moi j'ai ma vision pour la boîte, mais tous mes salariés ne partagent pas forcément, ils partagent les grandes lignes, mais ils sont pas dans ma peau, ils ont pas les mêmes projets, les mêmes envies. L'acquisition dans 2 ans, je serai plus dans cette boîte, certainement. Donc c'est difficile. Moi, je me suis confronté à ça dans le groupe où j'étais. J'ai créé la filiale Internet, j'étais dynamique, j'ai fait bouger la boîte à fond. Et à un moment donné, on m'a juste rappelé que même si on faisait 17 millions, ça pesait que 7% du chiffre d'affaires du groupe. Et donc, on a préféré acheter une rotative à Angers plutôt que d'investir sur le digital. Et donc là, je me suis dit, merde, ils sont venus me chercher, j'étais à Vannes, j'ai vendu ma maison, j'ai créé la filiale, j'ai recruté 40 personnes, j'ai tout lancé. Et au final, ils sont en train de me dire 3 ans après... on achète une rotative et puis là on va fusionner le papier et le web et puis ta filiale on va la flinguer et puis toi on va te trouver un autre poste. Je leur dis si vous voulez, mais je vais aller faire ailleurs mon autre poste. Et voilà, et c'est la difficulté. Et là je sais pas quelle fonction vous avez, mais pour moi c'est vraiment extrêmement compliqué parce que vous pouvez être très heureux dans un groupe parce que votre manager au-dessus il est bien et il peut appliquer un certain nombre de choses comme ça. Moi, j'interviens beaucoup maintenant dans des conférences justement pour expliquer.
sur le bien-être au travail. C'est pour moi une culture qui doit être diffusée. Elle va se propager au fur et à mesure. À quel rythme? C'est toute la difficulté de compréhension, d'adaptation de chacun des membres là. Et donc plus il y a de niveaux, plus c'est compliqué. Donc voilà. Et après, chacun a sa réponse en soi. Hein. Moi, pendant longtemps, j'ai lutté. Et puis à un moment donné, je sentais que j'étais en train de crever. Hein. Donc j'ai tout plié. J'ai dit je pars. Sinon je me reconnaissais plus. Je pleurais toutes les semaines en vacances. Enfin, ça devenait un truc de dingue. J'avais envie d'avancer, ça n'avançait pas. On coupait les pattes tout le temps. Non, on va pas faire. Et du coup, on se lève le matin. Je travaillais de 8h le matin jusqu'à 1h du matin tous les jours. Je travaillais les week-ends, je travaillais toutes les vacances. Et je savais plus pourquoi je me levais le matin. Donc, j'avais plus de sens. Et là, je me suis dit, c'est bien, j'ai mon salaire, j'ai accès à Hutin, j'ai accès à tout le monde. Mais au final, est-ce que je m'éclate? Non, voilà. Et donc la décision, après, il faut avoir du courage pour la prendre. Mais c'est soit on crève quelque part, ou soit on se dit, je gagne moins ma vie aujourd'hui à Mediavec que je la gagnais avant. Mais je m'en fous de ça. Je vis bien, je suis heureux, je parle de sujets qui m'éclatent. J'ai une équipe où je m'éclate tous les jours. Rien que de les voir se dire bonjour le matin, je suis content de les voir. Tout un projet. Merci Olivier. Pour prolonger notre conversation sur la thématique avec le digital, les entreprises changent, les salariés aussi, je vais vous demander d'accueillir un certain nombre d'intervenants qui vont pouvoir maintenant réagir sur ces sujets, notamment d'entreprise et de formation. Donc je vous demande d'accueillir Ronald Doucet, Ronan Gourlet, Luc Lebars, Gilles Bedoux et Jean-Michel Marcet. Je me suis pas présenté, je vais corriger cette erreur. Xavier Collat, moi je travaille chez Vipvan, l'agence de développement économique et la Technopole de Vannes. Merci au club entreprise de m'avoir demandé de conduire cette animation de table ronde. On va commencer tout de suite avec Ronald Doucet. Vous êtes expert comptable et dans votre métier, déjà vous maîtrisez des flux de données. Et vous êtes également au contact d'entreprises très variées. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous parliez de ce que le digital change dans votre activité, mais également, puisque c'est un poste d'observation privilégié, dans les métiers de vos clients. Qu'est-ce que vous voyez évoluer avec le digital dans leur mode de fonctionnement et peut-être également dans leurs investissements. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir ce soir. Alors, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Merrill, des jeunes générations et des seniors. Alors moi, du coup, je sais pas où me positionner dans tout ça. J'ai 35 ans, donc je suis un peu à la croisée des chemins. Je me considère comme jeune. Voilà, je suis X. En tout cas, pour ce qui me concerne ici, en tant qu'expert comptable, effectivement, on voit des transitions assez importantes qui sont en train d'être engagées. Alors, j'ai ramené ce soir un livre, en fait, qui a été édité par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, qui s'appelle, pour ceux qui le voient, l'expert comptable et l'économie numérique. Et c'est pour vous prouver que le sujet de la transition numérique ou le sujet du digital est bien quelque chose qui préoccupe les professionnels du chiffre au plus haut point. Et je vais vous reprendre ici certains éléments d'analyse, puisque le métier d'expert comptable est un métier classiquement porté sur deux missions, la mission de présentation des comptes annuels et la mission de tenue des comptes annuels. Donc en fait, on traite du flux d'informations qu'on traite pour l'instant manuellement, c'est-à-dire que pour convertir des camions de documents qui nous arrivent, effectivement, il y a une intervention humaine puisqu'il faut convertir tous ces flux en flux informatiques, de manière à ce qu'ensuite on puisse traiter cette information. Et donc on est là sur une période où, avec la facture électronique notamment qui arrive, on va avoir une transition assez importante puisqu'on va complètement... La facture électronique, pas la fracture électronique. La facture électronique, je me suis mal exprimé, effectivement. Donc avec la facture électronique, on va connaître effectivement une révolution de notre activité puisque tout ce qu'on faisait jusqu'ici à la main, par intervention humaine, va se retrouver en fait traité par des robots, par des automates, donc par de l'intelligence artificielle. Donc dans ces conditions,
Le métier tel qu'on le connaît actuellement, et donc la structure managériale des cabinets d'experts comptables, va s'en trouver réformée, puisque une partie du métier va nous échapper à horizon 15, 20 ans peut-être, enfin d'ici 2030, en tout cas c'est les constats qui sont dressés. Le métier d'expert comptable tel qu'on le connaît actuellement va être complètement révolutionné, et on va avoir finalement une perte de notre métier de base, mais un recentrage en tout cas sur les métiers du conseil, et c'est bien là la valeur ajoutée d'ailleurs des experts comptables. Et du coup, les experts comptables changent sous la contrainte parce qu'il y a une perte de business, qu'il y a une perte d'activité, ou avec enthousiasme en se disant je vais pouvoir me recentrer sur des choses plus intéressantes? Alors, il y a en fait une partie des professionnels de l'expertise comptable qui sont certainement un peu plus en difficulté vis-à-vis de ces réformes annoncées ou imposées, puisque la pyramide des âges est plutôt défavorable sur le métier. En fait, la moyenne d'âge des experts comptables est de 50 ans. Et donc, dans ces conditions, on est face à un public qui a déjà cru être paralysé par le bug de l'an 2000. Donc, on est ici sur une partie des professionnels. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce livre, et c'est pour ça qu'il a été édité en grande masse, pour que les 20 000 experts comptables de France le reçoivent, donc la moitié à plus de 50 ans, de manière à sensibiliser tous ces professionnels. Donc, il faut saisir ces opportunités, il faut s'en saisir, il faut être en veille et en alerte même sur ces opportunités, de manière à intégrer ces nouvelles manières de travailler. Alors là, on est au début d'un certain nombre de choses. Déjà, il y a pas mal d'éléments qui sont à intégrer, puisque notamment les relevés bancaires, il y a quelques années, moi j'ai connu ça fait 12 ans que je travaille en cabinet d'experts comptables. Il y a 12 ans, on saisissait les relevés bancaires de nos clients, c'est-à-dire qu'on convertissait les 50 pages d'un mois de données en flux dans notre logiciel. Et maintenant, avec les moyens techniques qu'on a, on récupère automatiquement ces flux. Alors après, c'est à nous de les qualifier, de les imputer dans les bonnes cases comptables. Mais en tout état de cause, on a déjà connu des transformations et on va en connaître des encore plus grandes dans les années à venir, effectivement. Et donc votre gamme d'intervention change, vous n'êtes pas sur le même niveau, voilà, on n'est plus sur la saisie ou la recopie bancaire, et on doit fournir autre chose en termes de proposition de valeur. C'est d'ailleurs ce que les clients attendent, les jeunes générations, la génération Y, la génération Z. Effectivement, pour ces personnes-là, c'est un prérequis, dans la mesure où il n'y a aucune valeur ajoutée, et j'en suis convaincu, à traiter ces flux d'informations. Donc, on part du constat que tout ça va être fait rapidement, sans valeur ajoutée du coup, et ce sera bien fait par les robots. Et donc dans ces conditions, on va focaliser, on mettra le curseur sur la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil, là où il y aura une intervention humaine qui sera pertinente en fait. C'est clair. Et du coup, justement, pour continuer sur les clients, qu'est-ce que vous observez maintenant chez vos clients en termes de transformation, en termes d'appropriation du digital, en termes de modification de leur mode de fonctionnement? Et vous êtes expert comptable, peut-être également que l'informatique était un poste de coût. Est-ce que le digital devient un sujet d'investissement majeur? Parce que vous avez, j'imagine, des typologies d'activités, des tailles d'entreprises variées. Comment est-ce que vous observez ces modifications? Ça l'est de toute façon. On est dans un monde en mutation. Donc, dans le cadre de la loi Macron, notamment, il y a une incitation aux entreprises pour se développer, pour investir dans l'appareil productif, pour investir aussi dans le matériel informatique. Alors, dans certaines catégories de matériel informatique, mais il y a vraiment une volonté d'aller faire en sorte que les entreprises investissent pour justement favoriser leur transition. Donc, on le voit chez nos clients, on accompagne les choix de financement avec ces différents éléments, et effectivement, il faut se poser les bonnes questions et savoir mettre le curseur sur les investissements qui doivent être réalisés, toujours en lien avec les opportunités que ça va pouvoir générer pour les entreprises. Donc il faut, le monde change, il faut suivre le monde, et il faut même devancer les mutations du monde, c'est ce que vous disiez, parce que si on reste attentiste par rapport à tout ça, on va se retrouver hors course. Si on n'a pas la vitesse, voilà. Donc il faut plutôt être en pointe et toujours être en veille sur les mutations. Et donc on le constate dans nos clients, même dans le tissu économique local, il faut naturellement plutôt être en avant-garde et en pointe sur les mutations. Donc d'une manière générale, on accompagne nous aussi au développement stratégique des entreprises. C'est là où se situe notre conseil. Donc effectivement, moi aussi c'est dans mes gènes. J'aime bien tout ce qui concerne justement ces sujets. Et donc il faut être en pointe sur les éléments. Donc si on peut devancer un petit peu ces sujets, c'est sûr que ça permettra à l'entreprise de se différencier, de créer sa valeur ajoutée sur son marché en fait. Très bien. Je vous remercie. Je voudrais céder la parole maintenant à Ronan Gourlet. Ronan, tu as 24 ans, c'est ça. Cofondateur d'une jeune entreprise qui s'appelle Imagina.
Et là, le numérique, c'est plus un sujet, on va dire, d'évolution des modes de fonctionnement, etc., puisque c'est le projet de l'entreprise, c'est la définition de son offre. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce que le digital a permis de construire finalement dans l'offre de cette entreprise qui n'existait pas. Voilà, comment est-ce que le digital est aussi une opportunité pour des nouvelles activités, et également que tu nous indiques ce qui peut constituer des freins ou des leviers quand on est une entreprise avec une offre 100% numérique. Où sont aujourd'hui les réticences, les difficultés ou au contraire les leviers pour se développer? Alors déjà, je vais nous présenter un petit peu plus. Imagina, c'est une société qu'on a créée à 3 associés de 24 ans sur Vannes. On est suivi par la Technopole de Vannes, VIP, ainsi que l'incubateur Émergis de la région Bretagne et la BPI. Et grâce à la transformation digitale, en fait, on a pu, grâce à la technologie des puces iBeacon, donc ce sont des balises Bluetooth, proposer à nos clients d'informer leurs visiteurs en temps réel. Sans ces balises, on n'aurait jamais pu le faire. Et on parlait de difficultés. Parfois, on propose cette innovation à des organisateurs donc de festivals, de salons, même à des élus de communes, qui n'ont parfois même pas de smartphone et qui ne savent même pas ce qu'est une application. Parfois, ça existe, oui. Donc en 7 mois, c'est ce qu'on a pu voir, parce que je parle en tant que jeune entrepreneur de 24 ans, qui a 7 mois d'activité. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu voir en tout cas. Donc il faut leur prouver que certains, donc parfois ce sont leurs concurrents, parfois leurs partenaires, nous ont fait confiance. Donc ça a été les premiers et que ça a fonctionné. Donc il faut des cas d'usage, des preuves, et c'est comme ça qu'on avance. Et on voit que ces clients sont prêts, après avoir testé la solution, après avoir osé la transformation, re-signent pour l'année d'après et même parfois pour 2 ans. D'accord. Et sur effectivement l'aspect technologique, Imagina pouvait pas exister il y a 5 ans, il y a 10 ans? Non. Alors, on pouvait proposer une application basique sur. Voilà, c'est un peu ce qui se fait en ce moment. Un salon a son application, un festival a son application. Nous aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une application universelle. C'est qu'un visiteur peut autant aller dans un salon partenaire qu'un festival, que dans un campus, que dans un parc de loisirs avec une seule et même application. Et en plus de ça, d'avoir des puces qu'on n'avait pas il y a 5 ou 10 ans, qui permettent que quand le visiteur se passe à proximité, il reçoit des informations au bon endroit et au bon moment. Et ça, on ne pouvait pas le faire il y a 5 ou 10 ans. Oui, et ça rejoint quand même ce qui était dit très bien par Olivier. Je pense que la plateforme numérique, elle s'est quand même déplacée. Il y a 10 ou 15 ans, les investissements, c'était le cœur de réseau, c'était la 2G, la 3G, c'était l'infrastructure. Maintenant, le smartphone, c'est le vrai levier finalement qui permet de développer des applications et d'avoir une proximité, une connectivité qui permet le développement de ce genre d'activité. Complètement, voilà, c'est ça. Si tout le monde est équipé et si effectivement il ne faut pas éduquer ce marché, ce que je comprends comme étant encore problématique dans certains cas. Voilà, parce qu'il y en a certains qui sont encore, et c'est compréhensible, mais avec leur plan papier, avec des supports de communication physiques. Voilà, c'est un peu ce que disait Olivier Merrill aussi, et ça, on a du mal à les faire changer, mais on y arrive en tout cas. Merci. Je voudrais maintenant passer la parole à Luc Lebars. Luc, tu es étudiant, élève ingénieur à l'ICAM, mais également entrepreneur. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder comment le digital change également nos formations, nos apprentissages. Qu'est-ce qui a changé dans la manière d'être formé, et comme tu es également, je crois que c'est la particularité de l'ICAM, en alternance, donc à la fois en entreprise et en formation à l'école, comment est-ce que tu observes la prise en compte du digital dans le fonctionnement des entreprises, mais également peut-être dans les compétences attendues? Donc oui, je suis élève à l'ICAM site de Vannes. Donc c'est une formation d'ingénieur généraliste, donc on est orienté plutôt vers l'industrie. Donc on vise des postes responsable qualité, chargé d'affaires ou responsable production. Et donc on a des aspects techniques comme l'automatisme, la mécanique, mais aussi des aspects comme le management des personnes et le management de projet. Excusez-moi. Et du coup, en fait, on est confronté à ces changements par rapport à ce qu'on nous demande en management, par exemple. On nous demande beaucoup plus d'impliquer les personnes dans les changements.
Et donc ça, c'est pour l'aspect contenu, en fait, où on a des changements sur ce que nous demandent les professeurs et ce que nous demandent les entreprises, parce qu'on est en lien direct avec les entreprises par le biais de l'alternance. Et ensuite, il y a un aspect changement autour de l'organisation des cours par rapport aux nouveaux outils du numérique. Donc, on a la plateforme Moodle qui est utilisée par beaucoup d'universités et d'écoles d'ingénieurs, donc qui permet de regrouper tous les cours sur une plateforme Internet et d'avoir accès à ces cours à distance. Et ce qui fait que nos professeurs nous proposent de ne plus assister aux cours. On doit être présent à l'ICAM parce que vis-à-vis des entreprises, on a un contrat et on doit être présent. Par contre, on n'est pas obligé d'assister aux cours, mais on doit être présent à l'ICAM et en fait, on fait ces cours à distance. Et on utilise aussi des supports vidéo pour tout ce qui va être correction de DS, où là, les professeurs vont nous faire leur correction par vidéo et ça nous permet de consulter plutôt que d'avoir des préparations, on va dire, au DS dans les parties techniques. On peut DS, c'est devoir surveiller, c'est ça? Devoir surveiller. On peut utiliser des supports vidéo pour pouvoir se préparer au DS. Et donc ça fait partie des changements et ça permet de s'adapter notamment au niveau des personnes. Par exemple, on a eu ce cas en mathématiques où on n'était pas obligé d'assister au cours. Donc pour les personnes qui sont les plus à l'aise, c'est plus intéressant pour eux. Et les personnes en difficulté peuvent avoir plus de support avec le professeur parce que les promotions sont réduites. D'accord. Et donc c'est une proposition. On propose aux élèves de ne plus assister aux cours et on leur laisse la responsabilité, l'autonomie, la liberté de se décider par rapport à cette proposition. Par contre, on nous donne toujours les supports, on nous donne les cours qui sont sur Moodle, des exercices sur Moodle, on nous propose des quiz sur lesquels on peut sur lesquels on est corrigé. Et donc ensuite on nous dit vous aurez le même examen que ceux qui viennent en cours. Et donc, c'est à nous de nous engager à suivre ce cours à distance. Très bien. Et autre dimension, je crois qu'à l'ICAM, vous travaillez notamment dans des secteurs proches de l'industrie. Est-ce que le digital, ça change également les choses sur les postes de travail, sur les compétences attendues dans le domaine industriel et sur la manière dont on forme les personnes, dont on attend des compétences numériques, y compris dans l'industrie? Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis ingénieur chargé d'affaires dans mon entreprise Sileps à Lorient. Donc on fait de l'automatisation et de l'informatisation de plateformes logistiques pour les clients de l'agroalimentaire. Donc outre le fait qu'on remplace certains emplois par d'autres plus qualifiés, on a aussi un aspect où on doit former tous les opérateurs à utiliser ces nouveaux outils. Et donc par exemple, on va demander à un opérateur que plutôt d'utiliser du papier, d'utiliser une application sur tablette. Et donc ça permet d'impliquer d'une part les opérateurs dans le changement, parce qu'ils nous demandent d'ajouter des nouvelles fonctions sur la tablette au fur et à mesure qu'on propose des solutions. Et donc ça c'est un gros aspect des technologies numériques, c'est d'impliquer tous les acteurs dans le changement. Ça veut dire qu'on a un retour de l'utilisateur. Je crois que c'est pareil avec son client. C'est un élément fort de la connectivité, c'est qu'on est effectivement en capacité tout de suite d'évaluer, de mesurer, comme disait Olivier Merrill tout à l'heure. Enfin. Tout à fait, on a des ergonomies de poste, des ergonomies industrielles, physiques, et on a des ergonomies aussi d'applications où on nous demande d'avoir une certaine rigueur dans nos applications, un certain design pour pouvoir correspondre aux besoins des opérateurs. Donc voilà. Merci. Alors pour rester dans ce domaine de la formation, je voudrais maintenant qu'on passe le micro à Gilles Bedoux. Gilles est enseignant-chercheur, maître de conférence et vice-président de l'UBS en charge de l'innovation pédagogique et du numérique. Donc merci de nous accueillir à l'UBS ce soir. Et pour rebondir sur ces transformations, je voulais demander comment le digital est intégré effectivement à la transmission des savoirs, à l'acquisition des compétences. Et également, s'il était possible de nous parler de ce qu'on a. En tout cas, je l'ai beaucoup entendu, notamment il y a 2 ans de ça. On nous a beaucoup parlé des MOOC. Alors, tu vas nous expliquer peut-être ce que ça signifie déjà, et effectivement, quel est ton avis sur cette démarche. Bien, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation à participer à cette soirée. Merci pour la conférence aussi, qui était vraiment passionnante. J'ai pu faire quelques parallèles aussi avec l'université, bien que ce soit un environnement différent de l'entreprise. Néanmoins, il y a vraiment des slides qui font penser un petit peu à notre organisation, en tout cas ce vers quoi on aimerait tendre parfois.
Donc sur les différentes questions, donc on va dire pédagogie, compétences et puis MOOC. Sur l'aspect pédagogie, en fait, dans l'enseignement supérieur, le numérique a vraiment amené une nouvelle organisation, de nouvelles pensées, aussi bien en termes de compétences au sein de l'université que d'organisation des dispositifs, des cursus et puis des manières d'enseignement. Alors pour illustrer un peu les propos, par exemple, vous voyez à l'université, il y a 4 ans maintenant, un nouveau service est né, le service universitaire de pédagogie. Et comme vous l'avez bien montré sur le slide d'ailleurs, où vous montriez tout à l'heure les clients et puis les personnels, chez nous, on est plutôt donc les personnels et puis les étudiants. Et effectivement, le fait que le développement du numérique a amené à former aussi les personnels. Et donc aujourd'hui, ça va vraiment de pair. Il est nécessaire vraiment d'accompagner les enseignants. Alors au niveau de la pédagogie, ça apporte. Alors vous l'avez bien signalé tout à l'heure. Il y a des nouvelles formes effectivement pour dispenser les enseignements avec les plateformes. Le fait que les étudiants peuvent, de façon asynchrone et à distance, accéder à des contenus, s'auto-évaluer, s'auto-former, etc. Et puis il y a aussi beaucoup d'interactivité lorsqu'on est en présentiel avec les étudiants, par l'intermédiaire de boîtiers de vote, par l'intermédiaire de différents dispositifs qui sont déployés. Et ça change complètement aussi, ça fait évoluer aussi le métier d'enseignant, qui n'est plus la personne simplement qui détient un savoir et puis qui va le communiquer, mais qui est aussi et surtout maintenant quelqu'un qui va animer. Et donc cette évolution, le numérique de l'enseignement supérieur, ça s'accompagne aussi de la façon, de penser différemment aussi les lieux où on va partager ses savoirs. Et donc, quand tout à l'heure vous parliez d'intelligence collective, j'aime beaucoup ce terme-là, parce que en fait, ensemble, on peut co-construire aussi des apprentissages. Et ça, c'est une notion qui apparaît de plus en plus dans l'enseignement supérieur, cette notion de travailler, de co-construire des apprentissages. Et il y a vraiment cette démarche collective. Alors par ailleurs, évidemment, dans cet aspect du numérique aussi, il y a tout ce qui concerne l'open data. Donc nous, à l'université et dans l'enseignement supérieur, globalement, on est très concernés par le partage des données. Alors que ce soit des ressources documentaires, maintenant les thèses sont en ligne déjà depuis quelques années, les articles même depuis plus longtemps, mais ça veut dire que le métier du chercheur aussi évolue énormément. Il y a 20 ans, quand on faisait de la bibliographie, on travaillait avec des ouvrages, avec des supports papier. On allait moi je suis chimiste, donc je travaillais avec des chemical abstracts, on appelait ça. Et donc maintenant, on travaille avec des mots-clés, on a accès à des milliers de périodiques, donc on est très efficace. On peut publier davantage aussi, et on peut aussi communiquer beaucoup plus facilement avec les enseignants, les chercheurs à travers le monde. Donc ça, c'est vrai aussi bien en recherche qu'en formation. Donc une particularité de l'UBS, c'est d'être sur 3 sites. Nous sommes à Vannes, à Lorient et puis à Pontivy. Donc vous imaginez bien aussi les enjeux par ces différents sites que connaît le déploiement du numérique. Donc on est aussi au sein de l'université de Bretagne-Loire, c'est indiqué d'ailleurs sur la chaire là juste devant, et donc on bénéficie d'infrastructures et de salles immersives. Nous sommes ici dans un téléamphi qui permet de suivre un cours qui peut être dispensé à Lorient ou à Brest ou à Rennes. Et donc on a comme ça, nous faisons partie de l'UBS, mais nous sommes dans une véritable communauté d'établissements régionaux, nationaux, voire internationaux. Donc ça a énormément fait évoluer cet environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une question quand même juste sur cet aspect effectivement de facilité de communication.
Est-ce que ça change la valeur aussi? Parce que on comprend bien qu'effectivement, entre chercheurs, pour faire des recherches par mots-clés, pour de la bibliographie, etc., le numérique apporte de la performance. Mais quelque part, est-ce que finalement, c'est pas aussi un risque en termes de d'accès à des savoirs qui sont plus superficiels, dont la promotion de la communication peuvent être exercées avec moins de notions de référence? Est-ce que finalement la recherche bibliographique, mais l'accès aussi à la publication papier d'il y a 20 ans, c'était pas aussi une certaine sécurité ou garantie d'une certaine densité, un accès un petit peu filtré qui permettait aussi de conforter que l'auteur, pour être arrivé à ce niveau de publication, avait dû aussi s'exercer dans une reconnaissance et que son propos était de ce point de vue-là validé dans son domaine. Alors je ne pense pas, parce que justement ce qui pouvait être il y a quelques dizaines d'années assez confidentiel, et en tout cas réservé à un certain cercle d'initiés, d'experts qui se connaissaient, qui avaient l'occasion de se rencontrer à travers des colloques ou des séminaires, aujourd'hui justement c'est publié, c'est sur le net, tout le monde y a accès, les experts et les non-experts, des personnes de communautés différentes. Donc je pense pas qu'on perde en qualité. On a peut-être une plus grande profusion de données, de connaissances, de diffusion, ça c'est sûr, hein, c'est certain. On voit bien à travers le chiffre, par exemple, de publications annuelles, c'est exponentiel sur un sujet donné. On voit que chaque année, il y a de plus en plus d'articles qui sont publiés. Donc peut-être qu'il y a davantage de production. Après, en termes de qualité, je ne pense pas. D'accord. Faut que je me fasse au changement. L'autre aspect, c'était la compétence. La compétence. Oui. La compétence. Je vais être bref sur l'aspect compétence. Je pense qu'il y en a une parfaite illustration à l'Université de Bretagne Sud. C'est le développement de la cyberdéfense. Hein. Alors c'est vrai que voilà des métiers qui, il y a une dizaine d'années, n'existait pas, ou en tout cas ne faisait pas l'objet d'autant d'attention. Hein. Aujourd'hui, quand on pense le développement d'un programme informatique, quand on pense le développement d'un logiciel, eh bien on intègre aussi le fait que il faut aussi développer cet aspect, se prémunir, se protéger. Alors il y a une filière autour de l'informatique de confiance qui se développe, c'est-à-dire qu'on intègre déjà au départ dans le développement cet aspect. Donc ça, voilà, un exemple qui a été développement des compétences dans un domaine particulier. Et donc chaque composante aujourd'hui de l'UBS, chaque formation, qu'on soit dans le domaine du droit, puisque nous sommes dans la faculté des SEG là, ou dans le domaine des sciences humaines. Et pas seulement dans le domaine des sciences, on intègre ces aspects-là, parce que ça ne touche pas uniquement que des aspects technologiques, scientifiques, ça touche vraiment l'homme, l'humain. Vous avez bien mis l'accent là-dessus. Je pense que ça c'est très important de tenir compte du comportement de la personne et d'intégrer, parce qu'on peut très vite travailler à des développements assez faramineux, etc. Mais finalement, au centre de tout ça, il y a l'homme. Donc voilà, on est bien autour de l'humain, c'est important. Merci. Les MOOC, j'ai rien dit sur les MOOC. Ah oui, les MOOC, alors qu'est-ce que c'est? Non, mais pour les MOOC, voilà. C'est donc anecdotique, mais non, c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique parce que aujourd'hui, je pense que plusieurs personnes ici connaissent la plateforme France Université Numérique, que c'est un exemple de développement qui a été financé par le ministère à travers un IDEFI il y a maintenant 4 ans. Et donc c'est plus de 200 cours aujourd'hui qui sont gratuits, libres d'accès, qui permettent à chacun de trouver à travers des formations qui durent en général entre 6 et 8 semaines, qui permettent de se former. Et donc il y a des MOOC qui sont vraiment de très grande qualité. Donc non, c'est pas, c'est vraiment. Donc, MOOC, ça signifie Massive Online Open Courses. Voilà. Et c'est la possibilité d'accéder à des cours d'université, de grandes écoles françaises, étrangères, américaines, européennes. Tout à fait. C'est complémentaire de la proposition aujourd'hui. Moi, je trouve ça assez complémentaire. Comme vous l'avez dit, moi, je suis enseignant-chercheur en chimie et je
prend vraiment du plaisir à suivre des MOOC qui sont qui sont même en dehors de la chimie. Il n'y a pas si longtemps, je suivais un MOOC sur le logiciel R, qui est un logiciel de statistique que beaucoup connaissent, et je suis pas très adepte de la statistique, mais simplement j'ai trouvé que ce MOOC était vraiment adapté et ça m'a permis de me former un peu, quoi. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Et à mon avis, ça va certainement continuer à se développer en ayant le souci de la qualité quand même, évidemment. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Pour compléter les points de vue, je vais maintenant demander à Jean-Michel Marcet de nous donner les siens. Jean-Michel, tu es dirigeant de Stellar Formation. Peut-être peux-tu nous expliquer quelle est l'activité de l'entreprise et comment le digital participe également au niveau pédagogique et des compétences développées. Et j'aurais une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un public, est-ce qu'il y a des activités qui concentrent les efforts dans le domaine de la formation continue? J'ai retenu tout au long de la présentation qu'Olivier Meril a fait deux mots. Enfin, ces deux mots qui me revenaient, c'était le changement et l'adaptation. Enfin, j'ai retenu ces mots parce que c'était des mots qui sont je dirais liés effectivement à ce qu'on a évoqué ce soir au niveau du numérique. J'ai la chance avant cette société de formation de créer une autre entreprise dans le domaine de l'emploi et du recrutement, société qui existe toujours où j'ai vu en quelques années l'évolution et les besoins des entreprises et notamment les prérequis par rapport aux compétences numériques. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est plus récemment la création d'une société de formation où là, très clairement, on voit que l'enjeu de formation, qui est un enjeu majeur pour toutes les entreprises aujourd'hui et pour les salariés, eh bien, c'est un enjeu où le numérique prend une place absolument importante, puisque de toute façon, le train du numérique, on nous l'a dit ce soir, il passe, il va très très vite. On ne peut que le prendre. On ne peut pas rester sur le quai de la gare à le regarder passer. Donc la formation, forcément, la formation professionnelle continue devait s'engager, je dirais, dans ce train de la formation. Et oui, les choses changent parce que d'abord, les adaptations dont doivent faire preuve les entreprises sont absolument nécessaires. Donc ça veut dire que c'est pour les salariés, mais aussi pour les dirigeants. Nous sommes sur le pays de Vannes où il y a un grand nombre de PME, de dirigeants de TPE ou de PME, qui sont eux aussi en recherche et en besoin de formation au niveau du numérique. Finalement, c'est comment je vais réussir à prendre ce train du numérique. J'y connais pas grand-chose. Comment est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce qu'il faut que je me développe? Comment est-ce qu'il faut que je crée mon site web? Comment est-ce qu'il faut que je communique sur les réseaux sociaux? Bref, autant je dirais d'éléments qui sont extrêmement importants, je dirais, au niveau des entreprises. Au niveau des salariés, de la même façon, il y a cette recherche et ces prérequis qui sont de plus en plus demandés par les employeurs au niveau du numérique. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui est absolument incontournable au niveau de la formation. Ça révolutionne et ça va révolutionner les offres de formation. En tout cas, si on n'était pas convaincu que l'enjeu de la formation est un enjeu majeur pour les entreprises, avec le numérique, on ne peut que l'être, parce que c'est une quasi-obligation d'être, je dirais, directement en prise sur ce fait-là. Et donc ça concerne tout le monde, ça concerne tous les profils de qualification, tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise dans ce que vous êtes amené à structurer comme action de formation? Alors, très honnêtement, tout le monde est concerné à tous les niveaux, que ça soit, je dirais, au niveau de salariés, au niveau qui sont en mobilité professionnelle ou en recherche de compétences nouvelles, au niveau des demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'emploi et qui doivent s'adapter, au niveau des dirigeants de société, j'en parlais tout à l'heure, des patrons de TPE ou de PME. Tout le monde est concerné. Il n'y a personne qui puisse dire aujourd'hui le numérique ne me concerne pas. Aujourd'hui, c'est une évidence. Tout le monde est concerné. Merci. Olivier, je voudrais te demander peut-être un mot parce que sur ces thématiques, il y a peut-être quelques points de vue qui te font réagir. Ou sinon également de nous parler peut-être un petit peu plus de ce que tu as cité très brièvement comme l'école de la nouvelle chance. Ça m'intéresse de connaître cette initiative. Je suis sûr que ça intéressera de la salle également et puis de savoir où en est ce projet aujourd'hui. Je partage tout ce qui a été dit. Je pense qu'on a tous un point commun et ça converge en tout cas vers la même idée.
L'école digitale de la Nouvelle Chance, j'ai créé ça début octobre. Ça part d'abord d'une rencontre humaine, juste un coup de fil d'un papa qui a sa fille qui a 17 ans et qui est atteinte d'une maladie orpheline et qui n'arrive pas à trouver de boulot. Et donc, on est dans un pays très social, et donc on lui verse un chèque de 700 € tous les mois, et on lui explique que la société lui doit plus rien puisqu'elle a son chèque tous les mois. Elle cherche juste une chose, c'est pouvoir travailler. Voilà, donc un peu le coup de cœur là d'un dirigeant et aussi un peu l'obligation du dirigeant aussi de recruter des personnes handicapées. On n'a personne, nous, à candidater. Et donc, voilà, j'ai décidé de l'embaucher. On l'a formé, il connaissait rien du tout à nos métiers. On l'a formé pendant 1 an. Et puis, en voyant à la fois son épanouissement, elle, sa famille, c'est les collaborateurs qui, eux, cherchent du sens. Donc, j'ai des salariés qui sont venus me voir en me disant Olivier, tu nous parles souvent de tes valeurs. Là, chapeau, on les voit, tes valeurs, puisque, du coup, des paroles, tu passes aux actes. Voilà, derrière, je me suis dit, tiens, finalement, il y en a peut-être beaucoup d'autres. On a une problématique de recrutement. Nous, on va recruter 50 personnes cette année. Sur Rennes, on a du mal à trouver l'intégralité des profils dont on a besoin. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui ont eu un peu moins de chance dans la vie et qui ont juste besoin d'un petit coup de main. Et donc, on va faire en sorte de se donner, nous, du sens. Et donc, j'ai remué à peu près toutes les institutions de Bretagne je voulais offrir une formation 100% prise en charge pour ces personnes-là. Donc, elle est réservée à des gens en situation de handicap, des gens non diplômés ou au chômage. Et plutôt, on a essayé également de féminiser, puisque dans le digital, il n'y a que 10% de femmes. Donc, on a priorisé au maximum. On n'est pas beaucoup mieux sur la table ronde de soir. Pas beaucoup, non, ça manque un peu. Et derrière, donc on a 15 élèves, on a 11 femmes. Les 15 sont au chômage. Il y a 2 personnes en situation de handicap. Ça va de 21 ans à 43 ans. Et donc on les a pris. Donc on a eu beaucoup de candidats. On a eu 300 candidats. Il a fallu sélectionner. On vend de la matière grise, donc malheureusement on doit filtrer effectivement. Et donc sur les 15 élèves, c'est un succès plein aujourd'hui. Alors on n'est pas encore au bout du chemin, mais en tout cas. Personne n'a abandonné. Ils se sont tous levés le matin sur un programme qui est super dense, puisque c'est 6 mois de formation, 4 mois de stage, donc ils sont actuellement en stage. On a eu une dynamique incroyable dans les salariés. On avait 12 formateurs dans l'entreprise, donc j'ai fait appel. On avait pas mal de jeunes candidats, de jeunes salariés qui voulaient devenir formateurs et qui étaient un peu trop jeunes. Donc on leur expliquait tout le temps qu'on ne pouvait pas les mettre chez des clients. Et donc là, ça a été l'occasion. J'ai dit, je vais faire l'école de la bienveillance, vis-à-vis des élèves, mais bienveillance aussi vis-à-vis des formateurs. Et donc, on a fait un appel aux volontaires dans l'entreprise. Il y a eu 38 salariés jeunes, juniors, qui se sont portés candidats pour devenir formateurs. On leur a offert des formations de formateurs. Et donc, ce sont ces jeunes salariés qui sont devenus les formateurs. Donc, ils sont souvent plus jeunes que les formés. Et donc, ça fait un échange qui est assez magique. Et derrière, un élan de générosité qui s'est fait sur le bassin rennais, voire breton d'abord, puisqu'on a eu 20 dirigeants d'entreprise qui se sont portés candidats pour intervenir gratuitement dans l'entreprise, raconter leur parcours, raconter leurs entreprises, donc des entreprises du digital, des grands groupes. Et derrière, j'ai eu sur LinkedIn un post qui a fait un buzz du tonnerre, et avec tout un tas de sollicitations du Maroc, de Tunisie, de Paris, de Suisse, de Rennes, de Saint-Malo, pour créer d'autres écoles de la Nouvelle Chance, chacun dans des domaines totalement différents. Donc une belle aventure humaine. Et vous allez voir l'un des éléments quand je parlais du sens des collaborateurs, la recherche de sens. On demande aux salariés dans nos entretiens c'est pas l'entreprise qui note son salarié, en fait, c'est le salarié qui s'auto-évalue. Il évalue son manager, il évalue l'entreprise et il évalue la direction générale. Et donc on leur demande quels sont les projets qu'ils ont préférés et ceux qu'ils ont le moins aimés. Et 80% des collaborateurs, donc on a agrandi les locaux, ils ont une cafette du tonnerre, on a acheté des jeux vidéo, des billards, des baby-foot. Ils ont eu des augmentations de salaire, on a fait des séminaires. L'élément qu'ils ont préféré, c'est la création de l'école digitale de la Nouvelle Chance, voilà, pour 80% d'entre eux. Et ça a été un élément auquel je m'attendais pas du tout, un effet miroir de l'attente en fait de mes collaborateurs, qui aujourd'hui sont tout fiers justement de ça. Donc on a intégré 9 stagiaires, les autres étant partis dans d'autres entreprises. Et donc l'un des enjeux qu'on s'est fixé, c'est que les 15 puissent trouver du travail assez rapidement. Eh bien bravo.
C'est complètement dans le sens du propos entre le lien numérique, derrière le numérique ou avec le numérique, il y a de l'humain, il y a du sens, il y a des valeurs. Je crois que c'est aussi ce que le club entreprise veut structurer dans le cadre des démarches du printemps. Voilà, je voudrais qu'on remercie une dernière fois tous les intervenants de ce soir et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.